notre invité ce matin, c'est Dominique Schelcher. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, PDG des magasins Système U. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Yann, bonjour Dominique Schelcher. On va évidemment commencer en parlant du pouvoir d'achat et de l'inflation. Dominique Schelcher, c'est ce qui intéresse au premier rang les Français. La victoire contre l'inflation est en bonne voie. C'est ce que dit François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Est-ce que la phase de prix qui s'envole est derrière nous ? L'inflation ralentit effectivement puisqu'on se rapproche des 2% d'inflation globale. Mais je rappelle que sur 2 ans, on reste sur la partie alimentaire à 18% d'inflation. Et donc, si vous voulez, il y a un décalage entre cette situation-là macroéconomique et la réalité de ce que vivent les Français. Et les Français, ils vivent quoi et ils se basent sur quoi? Ils se basent beaucoup sur le prix de leur caddie, le coût global de leur caddie, de leur chariot de course. Et celui-là, il n'a pas baissé. Il n'a pas baissé. Il y a quelques produits qui ont baissé, un quart des produits qui ont baissé. Dans vos magasins, les prix sont les mêmes aujourd'hui? Il y a un quart des prix qui baissent après les dernières négociations commerciales, mais ça veut dire qu'il y en a 3/4 qui restent stables, voire qui augmentent encore un peu, parce qu'il y a des matières premières qui continuent à être sous tension. Donc voilà, il y a un écart, si vous voulez, entre la vision macro et la réalité de la vie des Français, qui reste difficile pour beaucoup sur le plan du pouvoir d'achat. Mais du coup, on peut espérer qu'ils baissent quand dans le caddie des Français, ces prix? Alors, nous, on y travaille beaucoup. On a plein de choses qu'on met en place, évidemment, et on continue à accompagner les Français avec des actions, notamment, nous, on fait beaucoup d'actions à prix coûtant. Les Français nous disent souvent, oui, mais vous, les distributeurs, prenez donc sur vos marges pour nous aider. Et c'est ce qu'on fait. Donc, 150 produits les plus vendus à prix coûtant dans notre marque U. 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine, différents de saison français pour les accompagner aussi, par exemple, et de nombreuses autres actions. Après, on négocie aussi avec nos fournisseurs, mais la campagne vient de se passer, et donc, oui, il y a à peu près un quart des produits qui baissent. Alors, le gouvernement vous a proposé une autre piste pour aider les Français face à l'inflation. À vous, industriels, c'est d'augmenter les salaires. Est-ce que ça, c'est possible? On voit que Michelin a pris une initiative, par exemple, là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, la branche de la grande distribution alimentaire est une des branches les plus dynamiques de l'ensemble des branches. C'est-à-dire que nous, on a largement accompagné l'inflation ces derniers temps et on a couvert l'inflation pour nos collaborateurs. Donc les gestes ont été faits. La dernière augmentation date du 1er janvier. Donc je pense qu'on est dans cette action-là. Je rappelle aussi que dans notre métier, les salariés sont rémunérés sur 13 mois. Donc on est de toute façon au-delà du SMIC et dans bien des entreprises chez nous, il y a une participation au résultat qui fait que ça peut aller entre un demi-mois voire un mois de salaire supplémentaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de Michelin je l'entends, c'est une bonne initiative. Je comprends bien que au niveau du SMIC pur, ça peut être difficile, mais c'est pas le cas dans notre profession. Est-ce qu'on est dans une période économique compliquée où des économies vont être demandées, qui peuvent avoir des répercussions sur les Français? Est-ce que du coup vous craignez pour la consommation? Est-ce que pour vous, elle va forcément être moindre, la consommation des Français? La consommation est vraiment sous tension. Et le mot-clé en ce moment chez les Français, c'est arbitrage. Arbitrage depuis maintenant de longs mois. On peut le refaire. Au départ, c'était sur le non-alimentaire. Donc on achetait moins de bazar, moins de textiles, surtout beaucoup. On achète beaucoup de textiles d'occasion actuellement. Ensuite, il y a une phase moins de produits frais traditionnels, donc moins de poissonnerie, moins de boucherie, moins de fruits et légumes. Mais ça peut même avoir un impact un peu sur la santé, si ça devait durer. Et phase suivante, c'est moins de produits de grandes marques parce qu'ils coûtent assez cher et plus de produits de marques distributeurs qui sont 25 à 30% moins chers. Donc les Français sont dans cet arbitrage-là. Et si demain, par rapport à votre question, il y a davantage de pression, plus peut-être de fiscalité, je ne sais pas, tout est peut-être sur la table, moins d'aide, ces Français qui ont des difficultés de pouvoir d'achat, ils ne pourront pas dépenser davantage. Et d'ailleurs, on le voit, en fait, depuis un certain temps, il y a une légère baisse des volumes au global, du coup, dans notre profession. Vous constatez dans vos magasins qu'il y a moins de consommation. Et est-ce qu'il y a un changement du panier aussi? En l'occurrence, il y a une différence entre le marché et U. Sur le marché au global, et c'est les spécialistes, les panélistes qui le disent,
disent, il y a une légère baisse des volumes. Chez U, on se porte plutôt bien et donc la dynamique est positive. Mais moi, que le marché au global soit sous tension, ça ne me convient pas. Donc je suis très attentif à ça. Est-ce que dans cet arbitrage, il se fait au détriment de l'alimentation? C'est un peu ce qu'avait déploré Emmanuel Macron au moment du salon. Il avait un peu regretté que l'alimentation soit sacrifiée dans l'arbitrage budgétaire des Français. Oui, mais il faut comprendre pourquoi les Français font cet arbitrage. Il y a 60 ans, il y a une courbe qui a été publiée dans la presse il y a quelques jours. Le poste alimentation était le poste majeur à plus de 30% dans les foyers français. Et 60 ans plus tard, les courbes se sont croisées, se sont inversées. Aujourd'hui, on est dans l'alimentation à moins de 15%. Et c'est le logement qui a pris la place de l'alimentation à plus de 30%. Donc les dépenses contraintes, le logement, récemment l'énergie, le carburant aussi qui frôle de nouveau les 2 €, tout ça pèse sur les Français. Et donc le dernier poste où ils peuvent un peu arbitrer aujourd'hui, c'est le poste alimentaire. Et c'est ce qu'ils font. Et tant qu'il n'y aura pas de détente sur ces postes contraints, tant qu'il y aura de la pression, et tant, je vais rajouter autre chose, qu'ils auront un peu peur, parce que les Français en ce moment, ils ne sont pas tellement rassurés par tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. Et le Français, quand il n'est pas tellement rassuré, eh ben, il fait attention et il préfère dépenser un peu moins. Et je pense que c'est tout ça qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui créerait les conditions d'une détente dans ce domaine-là ? Eh bien, d'avoir un avenir plus encourageant. Des prix malgré tout qui baissent, ça ce serait quand même psychologiquement important, une situation du chômage rassurante. Bon, là il y a des petits signes quand même plus préoccupants, et puis il y a un contexte, je dirais, géopolitique et international qui est pas forcément très, très rassurant, avec des crises partout. Et ça, on sait typiquement dans la consommation française, quand on compare par rapport au reste de l'Europe, on sait que là tout de suite ça pèse sur le moral des Français et qu'ils sont prudents, qu'ils font attention, et que ceux qui peuvent à ce moment-là font un peu des économies. Quand Emmanuel Macron dit qu'il ne faut pas trop parler du déficit parce que ça inquiète les Français, il a raison finalement? Mais moi je crois qu'il faut faire attention à ne pas être anxiogène en ce moment, absolument. Ça, par exemple, ça peut l'être, mais quand on entend que on relance la production d'armements ou de munitions en France, voilà, ce sont des sujets. Ça, par exemple, sur le terrain, dans nos magasins, vous savez, nous, on est très présents dans les zones rurales en France, donc vraiment au cœur des territoires. Mais ce sujet-là, il est tombé dans l'oreille des Français et il a posé question et ils en parlent. Hein. C'est pas anodin, hein, ce genre de sujet. Du coup, il y aurait une tendance à épargner plutôt qu'à dépenser finalement, parce que c'est ça qui se passe dans ces périodes souvent. Oui, absolument, c'est ce qui peut se passer, mais je le relativise parce qu'il y a un dernier sondage ELAB que j'ai suivi de près qui dit qu'il n'y a qu'un quart des Français qui arrivent à boucler leur budget à la fin du mois et arrivent à épargner. Et donc ce sont plutôt les Français les plus favorisés qui arrivent à mettre de côté. Et il y a beaucoup de gens actuellement qui, en réalité, n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Donc nous, on s'adresse beaucoup à ces Français-là. Juste un mot, puisque vous parlez des aides, il y avait une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2022, c'était le chèque alimentaire, pour aider les Français les plus modestes justement à acheter des produits frais, à acheter des produits locaux. Cette promesse, elle a été enterrée. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce qu'il faut réactiver des aides pour permettre aux Français d'acheter de l'alimentaire? Alors réactiver des aides générales, non. Dans l'état des finances publiques, la France et le gouvernement n'a pas les moyens de mettre une aide massive. Par contre, de cibler les gens qui en ont le plus besoin et qui vraiment n'arrivent pas à boucler les fins de mois, là oui. Et donc peut-être que là, ce chèque avait un peu de sens, mais je comprends dans les contraintes budgétaires que les marges de manœuvre sont réduites. C'est pour ça, par exemple, il y a un petit débat actuellement sur le chèque restaurant, mais qui pour moi est quasiment devenu un chèque alimentaire en réalité. Et moi, je le défends dans ce sens-là. Et ça peut être une aide pour certains Français à certains moments. Ça veut dire que les titres restaurants, allez-y Christelle. Ça veut dire que vous demandez à ce que la possibilité d'acheter directement dans les magasins avec les titres restaurants puisse être prolongée? Absolument. On souhaite que ce soit prolongé, mais
pour les Français avant tout, et nos clients le réclament. Ils disent, nous, on a pris cette habitude-là, elle nous aide à boucler notre budget, on ne souhaiterait pas revenir en arrière. Ce sont des discussions, par exemple, que vous avez avec Bercy Bien sûr, avec la ministre Olivia Grégoire, oui. Et vous avez l'impression que ça fait partie des sujets. Le gouvernement est Mais je crois que du côté de Bercy, il y a de l'écoute dans ce sens-là. Alors bien sûr, il y a la restauration qui le voit d'un œil différent, mais moi je crois qu'on a une situation très particulière sur l'état du pouvoir d'achat, qu'une aide a été mise en place, enfin une possibilité a été mise en place, il ne faut surtout pas l'arrêter, il faut à tout le moins la prolonger dans les prochains temps. Mais à quelles conditions? Est-ce que vous accepteriez par exemple un double plafond, un plafond plus élevé pour les restaurants que pour les supermarchés? Non mais bien sûr, bien sûr. Après, selon des modalités voilà, où on trouve le juste équilibre pour tout le monde. Mais il ne faut pas... Ça doit être quoi le bon plafond pour les supermarchés? Ah, j'ai pas le chiffre en tête là précisément, on pourra vous dire ça. Mais encore une fois, beaucoup de Français ont utilisé cette possibilité dans ces derniers temps et c'est bien la preuve qu'ils en ont besoin. Un mot sur ce qu'on appelle en très mauvais français la stringflation, c'est-à-dire ces industriels qui baissent la quantité à l'intérieur des produits tout en maintenant évidemment le prix. Est-ce que là, il va y avoir un arrêté de Bercy pour avertir justement le consommateur sur ce phénomène? Est-ce que vous arrivez à mesurer l'ampleur, vous, de ce phénomène? Alors le bon mot, moi, que j'utilise, c'est réduflation en français. Voilà, réduflation. C'est plus facile à dire. C'est plus facile à dire. C'est un phénomène qui s'est amplifié pendant cette crise, qui a toujours existé, soyons clairs, notamment du côté de certains industriels qui avaient l'habitude de le faire. Et c'est un phénomène contre lequel, chez U, nous, on s'est beaucoup battu par le passé. On est contre, et d'ailleurs, on ne le pratique pas chez U, puisqu'on a 5000 produits alimentaires à notre marque, on ne le fait pas. Donc ça s'est développé ces derniers temps parce que certains ont considéré que c'était pour eux une solution pour faire face à l'inflation. Par contre, c'est incompréhensible du côté évidemment des Français qui se sentent dupés, trompés. Et donc c'est une astuce qui ne va pas. Donc moi, ce que je pense, c'est que c'est à l'industriel de communiquer qu'il change en fait soit son grammage, le poids de son produit, soit à la limite sa recette, parce que la réduflation, ça peut même être un retravail de la recette. Donc pas au supermarché, parce que là, on va demander au supermarché de communiquer. Mais pour vous, c'est pas à vous de le faire. Mais non, c'est pas à nous de le faire. C'est l'industriel qui a tous les éléments, et c'est l'industriel qui devrait dire, voilà, moi j'ai changé sur ce produit-là, qui par ailleurs reste le même, j'ai changé le grammage. Et donc c'est la proposition qu'on fait depuis le début de ce débat. J'entends que la ministre du Commerce, Olivia Grégoire, a redit oui, c'est un combat qu'on devrait mener au niveau européen et pour pousser les industriels à le mettre sur l'emballage, ce serait la meilleure solution parce que je crains vraiment, pardon, mais une usine à gaz de mise en œuvre opérationnelle dans les magasins. Pourquoi? Parce que le prix est différent d'un magasin à l'autre. Et donc, il faut avoir à la fois les informations de ce qui a changé sur le produit, les informations du prix, et donc c'est magasin par magasin, produit par produit. C'est un travail considérable. Enfin, vous n'y êtes pas opposé, mais vous dites que c'est trop complexe à mettre en place, c'est ça? Non, sur le principe d'informer le client, il faut le faire, mais nous le demander à nous, on est contre. Mais parce que le 1er juillet, c'est demain. L'obligation, elle s'applique. Alors on attend toujours la publication de l'arrêté, dont on n'a pas forcément tous les détails. Donc on attend la publication. Après, évidemment, Système U est légaliste et appliquera. Mais vous serez en mesure de le mettre en place, parce que vous nous dites que c'est une usine à gaz. Est-ce que concrètement, dans les faits, le 1er juillet, vous pourrez le mettre en place? À l'heure où on se parle, je ne sais pas comment on le fera. Donc on y travaillera, on se mettra évidemment en règle, bien évidemment. Il n'y a pas question de discuter ça, même si on le regrette et qu'on aurait préféré une autre solution. Et là encore, vous avez été partie prenante des discussions avec la ministre sur la mise en place? Alors, le dialogue, il est permanent avec soit elle directement, soit ses équipes, bien évidemment, et puis avec notre fédération, la Fédération du commerce et de la distribution. On échange, il y a des groupes de travail, mais à un moment, les décideurs décident, et après, ça s'impose. De suspendre le décret, par exemple? Si vous voulez, en l'état actuellement, le faire tel que c'est, un affichage pendant 2 mois, à partir du 1er juillet, devant les produits pendant 2 mois, ça nous paraît extrêmement compliqué, et encore une fois, on préférait que ce soit fait par les industriels qui ont les informations. On parle de la loi Egalim, Christelle? Oui, vous aviez signé une tribune dans Les Échos il y a quelques jours pour défendre le système des centrales d'achat européennes. Ce lundi, le président de l'ANIA, la principale organisation représentative des agro-industriels, vous a répondu en disant que ce système pouvait mettre en péril la production française. Est-ce qu'il y a un danger?
Alors non, nous on assume cette position puisque Système U recourt à une centrale d'achat européenne, mais une centrale d'achat européenne, je précise tout de suite que nous n'avons pas créé. C'est une centrale d'achat européenne qui préexistait, organisée par nos confrères allemands, et qu'on a rejoint. Donc ça, c'est le premier point qui est extrêmement important. On n'a pas créé pour détourner quelque chose du tout. Mais par contre, on a fait le même constat que nos confrères européens, qui est que face à un certain nombre de grandes multinationales, nous sommes, nous, individuellement, trop petits. Système U à 12% de part de marché ne pèse rien face aux plus grandes multinationales vraiment, dont les sièges sont à l'étranger. Et ce raisonnement-là, mes confrères allemands l'ont fait, mes confrères néerlandais l'ont fait, alors qu'eux-mêmes ne sont pas sous le coup de loi Egalim, ça n'existe pas dans les autres pays, mais ils ont ce même raisonnement de parler d'égal à égal. Et donc on s'est rassemblés, on s'est mis ensemble pour peser dans les discussions, c'est tout et c'est rien d'autre. Et l'originalité... Est-ce que dans ces centrales européennes, parce que c'est ce qu'on a entendu au moment de la crise agricole, est-ce que la loi Egalim est respectée? Est-ce que vous respectez la loi Egalim dans ces centrales d'achat européennes? Il y en a 3 en France aujourd'hui. La seule qui dit par écrit dans son contrat que nous respectons les éléments d'Egalim, la date butoir, la part de matières premières agricoles, les clauses de révision, c'est notre contrat. Et je constate, à l'heure où on se parle, que Système U a été contrôlé, mais n'a pas été sanctionné. Donc, moi, je plaide pour une voie différente, qui est celle de laisser la libre concurrence fonctionner, nous permettre de jouer d'égal à égal face à ces grandes multinationales avec ces centrales d'achat européennes, en respectant un certain cadre. Et c'est d'ailleurs ce que dit le président de l'ANIA dans sa tribune. Il dit... Finalement, pourquoi pas à certaines conditions? Et sa première condition, c'est de respecter Egalim. Et donc, nous, on dit, chiche. Et je précise, et c'est très important, parce que ça a été beaucoup caricaturé, ça ne concerne que 40 multinationales. Jamais on ne négociera une PME ou une ETI française. Jamais... un ancien parlementaire qui a dit sur un plateau, mais il convoque à l'étranger des agriculteurs. Mais jamais de la vie, bien sûr que non. Donc comment ça se passe du coup? Expliquez-nous. Donc comment ça se passe? Ça se passe, ce sont des discussions avec ces grandes multinationales, entre les représentants de notre centrale européenne, qui sont des gens de différents pays d'ailleurs, il y a des Italiens, des Français, etc., puisqu'ils représentent différents pays en Europe, face aux représentants des industriels. Il y a une discussion, on se met d'accord ou pas, enfin c'est une négociation, tout simplement. Mais chez les agriculteurs, par exemple, quels sont vos interlocuteurs? Est-ce que vous discutez avec la FNSEA? Est-ce que du coup derrière c'est suivi? Parce qu'on a vu pendant la crise agricole que la FNSEA elle a été un peu dépassée par sa base. Est-ce que c'est aussi le cas sur ces questions-là? Alors, moi, je vais chaque année au Salon de l'Agriculture avec attention et je fais particulièrement le tour des syndicats agricoles. J'ai rencontré M. Rousseau, bien évidemment, Arnaud Galliot, le patron des jeunes agriculteurs. On discute, on échange, on met sur la table nos arguments et il y a de l'ouverture. Et vous savez, on a eu beaucoup de visites d'agriculteurs pendant la crise agricole dans nos magasins. À 99%, ça s'est très bien passé parce que ce qu'on dit chez Système U, les engagements qu'on prend, ils sont nombreux pour le monde agricole, ils sont tenus dans les faits, dans nos magasins, dans nos produits. Et donc, souvent, on se retrouvait, on se disait, voilà, ça se passe correctement. Alors là, il y a une loi sur l'agriculture qui va être débattue à l'Assemblée nationale très prochainement. Est-ce qu'elle vous inquiète? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors, je ne suis pas un spécialiste de tous les détails de l'agriculture, mais moi, ce que je continue à dire, c'est que nous, depuis le début, chez Système U, on a soutenu la démarche Egalim pour un meilleur revenu pour les agriculteurs. On prend des engagements très forts sur notre marque U et donc tous les éléments de cette loi qui permettront encore de défendre ça, et notamment l'installation des jeunes, qui est un volet important de cette loi, pour qu'ils puissent s'installer dans de bonnes conditions, avoir un revenu juste et qu'au final, il y ait des agriculteurs qui ont envie de s'installer, ça c'est fondamental. Donc tous ces éléments-là sont importants. Est-ce qu'un revenu juste, ça ne signifie pas dans vos magasins une augmentation des prix? Mais... 19% d'augmentation sur 18-19% d'augmentation sur 2 ans. La réalité, c'est que les prix ont augmenté pour mieux rémunérer. Est-ce que vous craignez que ça s'aggrave, justement, de votre point de vue? C'est toute l'équation que nous devons traiter. C'est cette équation entre une rémunération du producteur à la base
ce qui est l'objet d'Egalim et qui a quand même progressé, moi je dis, en 2020-2021, les premiers éléments d'Egalim avaient permis des progrès dans un certain nombre de domaines agricoles, peut-être pas tous, mais on avait progressé. Et puis, un prix juste pour le consommateur qui est en pleine difficulté de pouvoir d'achat. Donc, vous voyez, l'équation elle est extrêmement complexe. On essaie de trouver le bon équilibre entre les deux. Et moi, je dis chez U, et c'est un peu notre marque de fabrique, qu'on peut faire les deux. De trouver U, c'est des prix bas, mais c'est aussi des valeurs fortes. Donc, on essaie de faire les deux. Pendant le salon de l'agriculture, Emmanuel Macron avait parlé d'imposer un prix plancher. Est-ce que ça vous paraît réaliste ? Alors là, je suis très prudent par rapport à cette notion-là. Nous, on préfère aujourd'hui, vous voyez, par exemple, pousser l'esprit de la marche en avant, au moins sur un certain nombre de matières premières agricoles. Je m'explique. Quand une grande multinationale des produits laitiers est venue nous voir ces derniers temps pour discuter le prix, d'ailleurs on s'est mis d'accord relativement vite, mais elle n'avait pas encore contractualisé avec les agriculteurs. Et nous, ce qu'on pense, notamment par exemple dans le lait, il vaudrait mieux que l'industriel se mette d'accord avec ses producteurs, donc ça donne un prix d'achat du lait. Ils viennent ensuite nous voir en disant voilà, j'ai acheté à ce prix-là, la loi Egalim dit qu'il doit être sanctuarisé, ne le discutez pas. Et là, c'est très facile, en toute transparence, de dire ok, vous avez acheté à ce prix-là, on le respecte, on ne le discute pas. Or, très souvent actuellement, les industriels viennent nous voir, ils n'ont même pas encore signé de contrat avec la production. Donc ça ne va pas. Alors, ce ne sera peut-être pas possible dans tous les domaines, mais dans certains, ça peut l'être. Donc je préfère ce système-là à l'idée de prix plancher. Est-ce que vous préparez quand même à une augmentation des prix, encore une augmentation des prix de l'alimentation, et est-ce que vous préparez vos consommateurs à cette idée ? Alors déjà, non, nous on prépare nos consommateurs à leur dire qu'on continue à les aider, à trouver toutes les solutions, notamment nos fameux prix coûtants pour les aider, qu'on continue à discuter, à tenir compte de l'évolution des matières premières, c'est-à-dire que quand il y en a qui baissent, on souhaite et on cherche à négocier pour qu'on puisse répercuter une baisse, ça c'est important, mais que je n'exclus pas que certaines matières puissent continuer à augmenter et que donc ça puisse augmenter encore. Je vous prends deux exemples. Le jus d'orange est en grande tension, il n'y en a pas assez sur le marché actuellement, donc c'est en hausse. Et le cacao, pour des raisons de météo, la production est exécrable, en quantité insuffisante. Le cours du cacao a dépassé le cours du cuivre, c'est du jamais vu dans l'histoire des matières premières. Et donc là, il y aura des impacts sur la tablette de chocolat et le chocolat de Noël, par exemple. Vous constatez que le changement climatique, par exemple, a une influence sur les prix directement aujourd'hui de l'alimentation ? Complètement. Donc, vous voyez, ça, c'est important aussi. Je veux dire, derrière ces phénomènes de hausse, ces difficultés qu'on a parfois à faire rebaisser des prix. Mais il y a une réalité d'impact du changement climatique. C'était le cas déjà il y a 2 ans en arrière, il manquait de la moutarde dans les rayons. La moutarde manquait pas parce qu'il manquait le pot en verre, mais parce que la récolte de graines de moutarde au Canada était insuffisante pour des raisons météorologiques. Donc oui, il y a une part des manques de produits et des hausses de prix qui sont liées au réchauffement climatique. Vous êtes en train de nous dire que ça va s'aggraver ? Je vous dis qu'on fait tout pour trouver le bon équilibre, qu'il y aura des baisses, mais qu'il pourra aussi y avoir encore quelques hausses. Mais c'est le marché, ça a toujours été comme ça. Merci beaucoup. Dominique Schelcher. Merci d'avoir été notre invité. Christelle, la une de la Dépêche. C'est ce qui s'est passé à Toulouse, un prof giflé et menacé de mort par un élève. C'est à la une de la Dépêche ce matin. Merci beaucoup, Christelle. Merci, Dominique Schelcher. Merci à vous. On passe au Club des Territoires. Merci.